Bienvenue dans le podcast de Cicéron. Je m'appelle Julien Carcalier et je vous souhaite la bienvenue sur cette émission consacrée à l'art de communiquer et de convaincre. On va démarrer dans un instant cet épisode consacré aujourd'hui au social selling. J'ai le grand honneur d'interviewer pour cela Charlie Fernandez, qui est cofondateur, senior partner et directeur marketing de Maple Inside et cofondateur, directeur marketing et président de Studio Réverbère, l'agence de communication entièrement dédiée à Instagram qu'il vient de créer. Il est joignable sur LinkedIn à linkedin.com/in/Charlie Fernandez et sur Twitter à Eldon Carlito. Son site web studio-réverbère.com. Vous pouvez retrouver toutes ces informations de contact sur la description du podcast et sur l'article de blog. Après un baccalauréat en administration des affaires à la London South Banks University et une maîtrise à l'IDRAC de Montpellier, Charlie débarque au Québec en 2010. Pur produit de l'immigration, Charlie fait ses premières armes dans plusieurs agences numériques canadiennes avant de se découvrir une passion pour l'entrepreneuriat. Visage bien connu de la scène numérique québécoise, il s'est notamment illustré en tant que directeur des communications du web à Québec, plus grand événement numérique francophone en Amérique du Nord. Blogueur, conférencier et mentor, il a développé de puissantes techniques en matière de marketing durant les 2 dernières années. Lors de cette période, il a accompagné les startups de Maple Inside, une de ses sociétés, dans la mise en marché ainsi que dans l'amélioration de leurs produits et services. Aujourd'hui, il se consacre notamment à la création et au déploiement des stratégies des clients de Studio Réverbère, sa dernière agence de communication. On l'écoute maintenant. Donc bonjour Charlie Fernandez, je suis très content de te recevoir aujourd'hui dans ce podcast. Donc on va parler un peu de toi pour commencer avec quelques petites questions personnelles que j'ai. Déjà, pourquoi tu as décidé de participer au podcast que je t'ai proposé ? Tout d'abord, merci pour l'invitation, Julien. J'espère que ce podcast sera vraiment intéressant pour tous tes auditeurs. En ce qui a trait donc à la réponse à ta question, ce qui me motivait à participer au podcast aujourd'hui, hormis ta superbe approche sur LinkedIn que je tiens encore une fois à souligner, c'est vraiment le désir de partager. Moi, j'ai longtemps fait du bénévolat, du mentorat, etc. Donc, ça a toujours fait partie de mes croyances de partager la petite expérience que j'ai réussi à développer par mes 8 ans donc d'activité au Québec. Et donc, oui, c'est principalement ce désir de partage et d'entraide qui me motive à être là aujourd'hui. Ok, parfait. Et qu'est-ce qui t'a, toi, spécifiquement donné envie de travailler dans le marketing et dans ce que tu fais aujourd'hui que j'ai décrit juste avant ? C'est une excellente question. Ça remonte à quelques temps, en fait. Moi, quand j'étais petit, en fait, on a tous un rêve. Il y en a qui veulent faire pompier, il y en a qui veulent faire docteur, vétérinaire, bref. Moi, mon modèle, ça a toujours été mon papa. Ça a toujours été mon papa, et mon papa, pendant très très longtemps, travaillait dans le vêtement. Donc, entre guillemets, par vocation, pas vraiment professionnelle, mais plus familiale, moi aussi, je voulais travailler dans le vêtement. Donc, je voulais travailler dans la mode, dans le prêt-à-porter. Puis, après plusieurs stages, après plusieurs expériences à l'international, dans des pays un petit peu compliqués, je me suis rendu compte que le vêtement, c'était pas aussi facile que ce que ça semblait être. Donc, j'ai laissé un petit peu faire le vêtement. Je savais pas trop ce que je voulais faire après donc mon bac français, donc après mon DEC québécois. Donc j'ai fait une école de commerce pour donc faire mon baccalauréat et ma maîtrise. Donc ça, t'avais quoi, 18-20 ans là? Ouais, c'est ça, exactement. Puis je suis allé un petit peu là par défaut, si je puis dire. Et au fil du temps, je me suis vraiment découvert une affinité, pas tant pour le marketing en général, je dirais, parce que tout ce qui était le volet produits, pricing et tout ça, oui, ça m'intéressait, mais c'est pas ce qui me fascinait le plus. Ce qui m'intéressait vraiment, c'était notamment donc les nouveaux médias qu'on appelait à l'époque. Donc, on parlait déjà des groupes sur Facebook, on parlait un petit peu également de tout ce qui était mail marketing, des blogs, etc. Puis je trouvais vraiment ça fascinant, le fait de pouvoir inverser, si je puis dire, les pratiques de communication qu'on avait à l'époque et qui étaient vraiment très unidirectionnelles, où les marques étaient beaucoup dans le push d'informations. Puis c'était pas tant de l'information, c'était plus du contenu promotionnel, on s'entend. Puis je trouvais ce changement entre guillemets de vocation des médias très intéressant, le fait qu'on puisse vraiment avoir des interactions puis des discussions. Le mot discussion est très important avec une audience, avec une cible, avec une clientèle. Bref, c'est ça qui m'a mis un petit peu le pied à l'étrier. Puis j'ai été notamment au bureau des élèves de cette école qui est donc l'IDRAC Montpellier. Puis j'ai vraiment pu commencer un petit peu à tester les médias sociaux, etc. dans le cadre d'une stratégie de communication. Puis c'est un petit peu comme ça
que j'ai mis le pied à l'étrier et que je fais ce que je fais actuellement. Ok, donc toi, tu as été tout de suite dans le bain du marketing Internet et c'est ce que tu as choisi, c'est ce qui t'a plu le plus, si je puis dire. Oui, ouais, définitivement, oui. Ok. Bon, bah c'est plutôt bien, c'est une sacrée transition. De toute façon, nous, on est nés clairement dans ce monde Internet. Moi, je suis de 1984, j'ai 33. Okay. Toi, t'as quel âge, toi? Un petit peu plus vieux que moi. Moi, je suis de 1988. Ah ouais, t'es un petit genou, mais t'as avancé un petit peu plus rapidement que moi, a priori. Ça n'empêche pas, l'âge ne fait pas grand chose là-dedans. Ah oui, mais oui, c'est vrai qu'on est vachement né, enfin, on est né dans ce monde d'Internet, et puis on a grandi beaucoup avec. Moi, je me rappelle des MSN, des machins, des trucs que moi je connaissais avant Facebook, quoi. Et petit à petit, ça a énormément évolué, puis ça a évolué à une de ces vitesses qu'il a fallu qu'on s'adapte. Oui, vraiment. Et c'est vrai qu'on a beaucoup appris là-dessus, et le fait d'être né là-dedans obligatoirement, on a été obligé de mettre les mains dedans tout de suite, quoi. Et moi j'ai trouvé ça super intéressant aussi. Donc c'est pour ça que je m'y intéresse aujourd'hui. La façon dont les entreprises ont évolué par le biais de ces médias, parce que je pense que ces médias ont été vraiment un vecteur de changement pour les entreprises. On en parlait récemment avec mon associé Tristan Jevaux, et on disait à quel point les entreprises maintenant étaient devenues des sources d'information, des médias à part entière. Puis des gens comme des influenceurs, des ambassadeurs deviennent à leur tour vraiment des médias, et puis des médias influents pour des marques. Faut pas oublier que l'influence marketing, c'est pas qu'une tendance qui vivote, c'est vraiment, je veux dire, des stratégies qui sont rentables. On parle de coefficients multiplicateurs qui peuvent aller jusqu'à 6 fois ou 7 fois l'investissement réalisé. Donc c'est vrai qu'on vit dans une époque qui est assez passionnante, je dirais. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Très changeante, mais très passionnante. Petite dernière question personnelle pour toi, puis après on va vraiment rentrer dans le vif du sujet de tout ce qui est social selling, donc ce qui nous intéresse vraiment aujourd'hui. Dernière petite question, est-ce que tu penses que devenir entrepreneur peut s'apprendre aujourd'hui? Je sais pas si ou est-ce qu'il faut être né, du coup, être entrepreneur? Si c'est de l'inné ou si c'est de l'acquis. C'est ça. Je pense que c'est un savoureux équilibre entre les deux. Je pense qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas apprendre, comme la passion de son métier, comme le fait d'être dévoué à son métier, quitte parfois à faire passer son métier avant d'autres choses, comme les loisirs, comme sa famille. Moi, par exemple, tu vois, j'ai 29 ans, j'ai pas de blonde, j'ai aucune retenue, quoi. J'ai juste un chat, puis ça se met bien dans une valise pour voyager, mettons. Donc, pour la traduction en français, blonde, ça veut dire copine. Okay, ça, c'est ça qui nous équipe en France. On les salue d'ailleurs, mais je pense que c'est la chose qui doit venir de l'inné. Puis je pense que c'est quelque chose même qui est pas forcément présent à la naissance, mais qui se développe très jeune. Je vais refaire l'amalgame, si je puis dire, avec ma propre situation, enfin le parallèle, avec ma propre situation. Moi, j'ai vu très très tôt mon père travailler des longues semaines, voire des longs mois à l'étranger. Donc j'ai entre guillemets été mis dans le bain assez tôt pour comprendre que pour être entrepreneur ou pour avoir des postes avec des grandes responsabilités, il y avait parfois des grands sacrifices, si je puis dire, à faire. Donc je pense que l'étape entre guillemets pas de l'adolescence, mais avant l'adolescence, conditionne beaucoup ce que, entre guillemets, notre capacité à devenir entrepreneur. Ensuite, c'est sûr que les études qu'on va réaliser, les passions qu'on va se découvrir, les gens que l'on va fréquenter vont faire en sorte de venir améliorer tout ça, vraiment de conditionner ce bagage, si je puis dire, qui a été acquis durant nos plus jeunes années. Et puis à un moment, parfois, il suffit d'un déclic. Moi, je suis pas né entrepreneur vraiment, puis mon père n'était pas non plus entrepreneur au sens entre guillemets business du terme. Donc moi, avant de me lancer dans cette voie, j'ai été, comme la majorité des gens, employé, notamment dans des agences de communication. Puis il a suffi d'un déclic et de gens qui étaient là à me dire arrête de perdre ton temps et lance-toi. Donc c'est beaucoup de facteurs, et je pense encore une fois que c'est un équilibre entre l'inné et l'acquis. Ouais. Je suis assez d'accord avec toi sur le. Il y a de l'écho. Je suis assez d'accord avec toi sur le fait que il y a quand même des prédispositions où quand on a des personnes de notre famille, des amis, des personnes qui se mettent dans l'entrepreneuriat, ça nous parle ou ça nous parle pas. Ça nous donne envie d'y aller et de foncer dans ce truc-là, où on préfère rester dans une autre voie qui est aussi très bien, là, celle du salariat, mais qui est totalement différente parce qu'en termes d'investissement, ça n'a rien à voir aujourd'hui. Je sais pas comment toi tu vis, mais globalement on a des horaires qui sont
qui sont relativement flexibles, mais ils sont très allongés à la fois. Donc on travaille quasiment du lundi au dimanche là, puis on se prend pas la tête à savoir si on est dimanche jour férié ou si même c'est. Ouais, tout à fait. Puis moi je commence à le voir maintenant. Puis pendant très longtemps, j'étais le gars qui arrivait le premier au bureau le matin, puis qui partait en dernier le soir. Puis je me suis rendu compte que c'était souvent ça me desservait plus qu'autre chose en fait, dans la mesure où je pense que tout être humain normalement constitué peut pas être performant 12, 13 heures, 14 heures à la suite. C'est vraiment très difficile. Complètement d'accord. C'est possible, mais vraiment sur des sprints, on parle de 1 ou 2 jours semaine, puis il faut une coupure. Donc maintenant, je suis plus du genre à travailler, mettons justement du 6, 7 jours par semaine, mais travailler des journées de 7, 8 heures, grand maximum, mais en étant vraiment full productif. Donc je pense qu'encore une fois, cet aspect-là, lui, vient avec le temps. C'est quelque chose qu'on se découvre. Je pense pas qu'il y ait de recette unique pour tout le monde. Moi, j'ai des amis à moi qui arrivent à rester concentrés, notamment des programmeurs, pendant des laps de temps incroyables. Ils arrivent à répéter les efforts une fois qu'ils sont dans ce seul dossier, bien entendu, parce qu'être entrepreneur, c'est gérer plein de petits feux à la fois. Donc ça dépend des cas, puis ça dépend bien entendu des profils des personnes. Ouais, complètement d'accord avec toi. Bon, bah c'est parfait. Merci beaucoup en tout cas pour répondre à ces petites questions personnelles. On va. Comment? Si tu en as d'autres, n'hésite pas. Je peux te donner le nom de mon. Je pourrais en avoir des milliers, mais on va vraiment se concentrer du coup sur le social selling qui est notre sujet aujourd'hui, et je pense que c'est ce qui va nous intéresser et c'est ce qui va intéresser nos auditeurs. Donc on va partir là-dessus. Et puis bah écoute, j'ai une première question comme ça pour toi, et puis comme ça on va pouvoir lancer le débat gentiment. Quelle serait selon toi une bonne définition du social selling? Pour moi, le social selling, c'est avant tout une affaire de contexte. Une affaire de contexte par rapport donc à vos clients, c'est sûr, parce que le timing est quelque chose de très important dans le domaine de la vente, notamment dans le domaine donc des médias sociaux. Mais c'est également une question de contexte par rapport à l'utilisation des médias sociaux dans le cadre de votre stratégie de vente ou de votre processus de vente. Donc, concernant ce point, la grosse erreur que je vois quand je parle avec des autres entrepreneurs, des gens qui sont dans le domaine manufacturier, des gens qui sont dans le domaine du tourisme, des gens qui sont dans le domaine du commerce de détail, bref, dans beaucoup de domaines, c'est que bien souvent, ces gens veulent faire en sorte que un outil réponde à tous leurs problèmes, ou du moins tous leurs défis. Quand on parle de défis en ce qui a trait à la notoriété de la marque, au positionnement de celle-ci, à l'acquisition de clientèle ou encore la fidélisation des clientèles acquises, les gens pensent que parfois les médias sociaux, ou bien souvent du moins les médias sociaux, sont une sorte de couteau suisse qu'on peut utiliser à droite à gauche et au final on fait du bricolage et ça marche. Puis c'est quelque chose qui, je pense, à notre époque est extrêmement grave, dans la mesure où ça fait des années qu'on parle de sensibilisation aux médias sociaux, que l'on parle de virage numérique. Puis moi ça fait 10 ans que je travaille dans ce domaine, puis ça fait 10 ans qu'on emploie toujours les mêmes termes, puis surtout ça fait 10 ans qu'on voit les gens faire les mêmes erreurs. Donc je pense que s'il y a vraiment une définition du social selling à garder en tête aujourd'hui, c'est la définition d'un art, et cet art, c'est l'art justement d'utiliser le bon réseau social au bon moment, dans le bon processus de vente. Et encore une fois, votre processus de vente, à vous, entrepreneur, dans bien des secteurs d'activité, ne peuvent pas être composés d'un seul réseau social ou forcément que de réseaux sociaux. C'est important d'alterner les réseaux, je dirais, de communication plus traditionnels avec également des réseaux de communication numérique. L'important, c'est d'avoir un bon dosage dans tous les types de communication qu'il peut y avoir, et de choisir les bons axes de communication. Oui, et puis surtout d'être là où les clients sont. Je veux dire, moi, ça fait quelque temps que je m'intéresse particulièrement à Instagram, notamment depuis qu'on a vu l'importance qu'a prise Instagram, puisqu'Instagram, entre 2015 et 2017, est passé de 350 millions à 850 millions d'usagers mensuels actifs. En parallèle, moi, je m'étais, entre guillemets, pas mal ferré sur tout ce qui a trait à Facebook, Twitter, bref, les grands médias sociaux. Donc, je pense que avant de considérer l'utilisation de certains outils dans l'objectif de faire du social selling, je pense que la première des choses, c'est vraiment d'évaluer le potentiel de ces outils et de voir surtout si ces outils sont pertinents, notamment par le biais de la présence ou non de vos clients sur ces outils. La question peut sembler bête, mais je vous garantis que c'est plus que mal nécessaire quand je vois certaines choses. Elle est essentielle, clairement. Et toi personnellement, et enfin du coup dans ton entreprise, dans celle que tu as créée, je crois que tu les as créées avec des partenaires, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce que cette pratique a changé dans celle-ci?
dans cette entreprise? Qu'est-ce que tu as vu comme qu'est-ce que ça a apporté? De la vente par les médias sociaux. Oui, dans le tout à fait. cadre, moi en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai actuellement 2 entreprises. Donc, je suis cofondateur et actionnaire donc de Maple Insight, qui est un startup studio donc qui est basé à Québec. On travaille donc le métier d'un startup studio, c'est ni plus ni moins que de faire l'idéation, de la création, de la conception et de la mise en marché de startups. Et lorsque ces startups donc ont un seuil de rentabilité ou une traction prédéfinie, on recrute un CEO donc qui est chargé lui de piloter la croissance donc des startups en question. Dans le cas de Maple Insight, nous l'utilisation des médias sociaux, on l'a beaucoup faite donc je parle vraiment au niveau Maple Insight, la structure, on l'a beaucoup faite en termes de notoriété. C'est un outil qu'on a utilisé vraiment dans les premières étapes entre guillemets d'un processus de vente, à savoir donc la notoriété et le positionnement de la marque. On voulait refléter les valeurs de notre marque, on voulait refléter donc bien entendu ce en quoi on croyait, qu'est-ce qu'on faisait, bref, donc vraiment des objectifs de notoriété, si je puis dire, vraiment basiques. D'un point de vue plus pratico-pratique, toujours donc sur Maple Insight, l'entité et non les startups, on est allé nous chercher par exemple des objectifs en matière de recrutement. Faut pas seulement voir par exemple les réseaux sociaux comme un objectif de vente ou de communication. Il y a vraiment beaucoup de thématiques et vraiment de défis qu'on peut aller solutionner avec ces outils-là. Et nous, dans notre cas, notamment à Québec, on a une pénurie de main d'œuvre qualifiée dans certains domaines, notamment la programmation, le design UX. Donc on est allé vraiment entre guillemets apporter des solutions à ces enjeux de recrutement par le biais des médias sociaux. Pour ce qui est des startups de Maple Insight, là c'est encore un cas qui est différent. On a eu des startups dans différents domaines et en fonction des startups, je te dirais que les réseaux sociaux ont vraiment eu des rôles très 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 différents. On peut parler de notoriété, bien entendu, de positionnement, mais on peut parler également de vente directe pure et dure, notamment par le biais notamment de campagnes d'acquisition et de monétisation de trafic, ce genre de choses. Donc encore une fois, je pense que l'outil n'est pas forcément voué à être utilisé dans un contexte, c'est le contexte qui va définir l'utilisation de l'outil. Il va généralement y avoir plusieurs opportunités, plusieurs façons d'utiliser cet outil. La responsabilité de la marque, c'est d'identifier donc le ou les cas où cet outil aurait intérêt à être utilisé, puis l'utiliser de la bonne façon. Dans le cas de Reverber, qui est donc la deuxième business entre guillemets dans laquelle je suis embarqué, je dis entre guillemets, mais je suis plus qu'embarqué que j'avais là-dedans. Nous, les réseaux sociaux ont vraiment un intérêt primordial, puis notamment Instagram, puisque Reverber est la première agence donc de communication uniquement dédiée à Instagram au pays. Donc c'est sûr qu'on a une relation très particulière avec Instagram. On se veut et on veut devenir et on veut rester même des experts donc d'Instagram au Québec et au Canada. Nous, les réseaux sociaux s'intègrent dans notre processus de vente puis dans celui de nos clients. Donc encore une fois, un petit peu comme dans le cas de Maple Insight, les cas de figure sont différents. Pour Reverber, les réseaux sociaux nous permettent notamment de faire donc de la génération de leads, bien entendu, puis de lead nutrition, mais on fait pas ça que par Instagram comme tu t'en doutes. Tandis que dans le cas de nos clients, on a vraiment différents cas de figure. On arrive à intégrer aujourd'hui Instagram dans toutes les phases du processus donc de vente, quand on parle de l'autorité de positionnement, de vente donc de conversion, que ce soit des conversions initiales ou des conversions finales, que de la fidélisation. D'ailleurs, on pense aujourd'hui, puis ça a notamment été encouragé par plusieurs études qu'on a lues, qu'Instagram est plus que jamais, je pense, le média social de l'heure. Faut pas oublier que Forbes a réalisé une étude, si je me trompe pas, c'est au printemps dernier, donc printemps 2017, où il y avait une conclusion qui était très intéressante, puisque cette étude portait vraiment sur un ensemble de réseaux sociaux. Il a été convenu qu'Instagram était le réseau social numéro 1, le meilleur réseau social pour développer les relations donc, entre une marque et ses clientèles. Donc c'est quelque chose qui était très intéressant, puis c'est quelque chose qu'on a trouvé d'autant plus intéressant quand on a trouvé une étude de Shopify qui date d'elle, je pense, il y a 2 ans, qui annonçait que la valeur d'un abonné Instagram, donc d'un abonné d'une marque, lorsqu'il se retrouvait en situation de e-commerce, le panier d'achat de cet abonné-là était d'une valeur de 65 dollars canadiens. 65 dollars canadiens, ça fait 83 dollars américains. En euros, ça doit faire à peu près 85, 90 euros, je pense, quelque chose comme ça. Bref. On a vite compris, entre guillemets, le potentiel d'Instagram et notamment sa malléabilité pour être intégré dans différentes étapes du processus d'achat. Et on a décidé donc de lancer le modèle de Reverber, encore une fois, qui est celui d'une agence de communication spécialisée sur ce réseau social. Ok. Et
enfin, selon toi, qu'est-ce qui fait la différence et pourquoi Instagram attire tant les gens et permet du coup aux entreprises de faire plus de ventes et du moins d'accueillir une meilleure. C'est une excellente question. Audience. Puis je pense que il n'y a pas que des facteurs inhérents, je pense, à Instagram. Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs inhérents aux autres réseaux sociaux. Je vais parler de ce que je connais, donc je vais parler du marché en Amérique du Nord et notamment du marché au Canada et au Québec. Si on fait un petit état des lieux au niveau des réseaux sociaux et qu'on regarde un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau de chacun d'entre eux, Facebook fait annonce sur annonce mentionnant que la portée des pages d'entreprise ne cesse et ne va cesser encore de diminuer. Donc les gens sont un petit peu affolés, notamment les marques. Les usagers normaux, entre guillemets, monsieur et madame tout le monde, eux sont contents parce qu'ils voient moins de contenu promotionnel et plus de contenu de leurs amis. Twitter au Québec, à part les médias, je vous dirais, puis les gens, comment je peux dire, de notoriété publique, restent peu utilisés. YouTube, je pense que c'est en train de stagner également énormément de par, entre guillemets, le manque de malléabilité de la plateforme. Snapchat reste un service de messagerie pour teenagers au Québec. Donc Instagram, dans tout ça, lui, fait office un petit peu de bouée de sauvetage. Bouée de sauvetage de par, donc, notamment l'intérêt de plus en plus de monde pour cette plateforme. Comme je le disais tantôt, on est passé de 350 millions à 800 millions d'usagers en l'espace de 2 ans, ce qui est énorme, ça fait quasiment 130% de croissance. Je fais ça de tête, mais il me semble que ça fait à peu près ça. Et on a également, je pense, Instagram l'a très bien fait au cours des derniers mois, et on a eu une évolution de la plateforme qui a été assez incroyable, puisqu'Instagram, les reproches en tant que marketeur que moi je lui faisais, c'était notamment ses faiblesses en matière d'acquisition de trafic. Instagram, ça a toujours été un réseau social vraiment de qualité pour développer la notoriété et le positionnement de marques dans le domaine notamment du retail, dans le domaine du tourisme, dans le domaine de l'hôtellerie, des débits de boissons, de la restauration, même du manufacturier, je veux dire. Mais ça n'a jamais été champion de l'acquisition de trafic. Toutefois, depuis 2 ans, puisqu'on parle de août 2016, Instagram a vraiment changé de cap quant à cette orientation pour corriger donc ce défaut-là. On a eu l'apparition des stories qui a été faite, et notamment donc l'apparition des liens dans les stories, c'est-à-dire que dorénavant, les marques peuvent utiliser une autre fonctionnalité que ce lien tout moche dans la biographie de leur compte pour faire de l'acquisition de trafic. Puis on a encore d'autres fonctionnalités qui s'en viennent. Puis je parle de fonctionnalités organiques parce que bien entendu, je veux dire la régie publicitaire que met Facebook à la disposition des usagers d'Instagram et des community managers donc d'Instagram est quand même assez incroyable. Pour faire référence donc à certains de ces éléments organiques, on a actuellement aux États-Unis les shoppable items, shoppable posts entre guillemets, qui sont déjà disponibles, qui sont principalement réservés, c'est sûr, à l'industrie donc du prêt-à-porter. Et ces éléments-là qui sont ni plus ni moins qu'une révolution dans la mesure où ils permettent de faire en sorte qu'une publication va être cliquable, on va pouvoir interagir avec la publication et se rendre notamment sur une landing page, par exemple la fiche d'un produit, va être progressivement roll out en bon français dans le monde. Donc il y a vraiment, je pense, on est vraiment actuellement, par rapport à Instagram, on est à l'aube de quelque chose de très très grand. Puis les marques qui arrivent à se positionner actuellement ou qui ont déjà réussi à se positionner, parce qu'il y a beaucoup de marques, et je parle de PME, pas forcément des grands groupes, les marques qui arrivent à se positionner sur ce réseau social-là vont avoir un avantage concurrentiel certain par rapport donc aux concurrents qui n'auront pas fait ce choix stratégique-là. Ok. Et est-ce que tu conseilles du coup à un entrepreneur, par exemple dans le domaine du consulting, on va dire conseil du coup, dans un coach ou n'importe quoi, est-ce que tu les conseilles de démarrer par ce type de réseau social qui est Instagram, ou plutôt par un autre réseau social comme ça peut être Facebook? Moi, c'est marrant, j'ai l'impression qu'on parle de ton cas, je trouve ça très intéressant. Mais moi, ce que un petit peu quand même. Je rapproche un peu de mon cas, mais oui, je pense que c'est le cas. C'est le cas dans tous les cas de beaucoup de mon audience qui travaille dans le consulting. C'est pour ça que je te pose cette question. Je pense que la première chose qu'il faut retenir en ce qui a trait à Instagram, enfin ou du moins les deux premières choses, c'est beaucoup relié, si je puis dire, à l'ADN de la plateforme ainsi qu'à son audience. Tout d'abord, on va commencer par le dernier point parce que je trouve que c'est celui qui est le plus parlant. Quand on parle de l'audience d'Instagram, on est principalement dans une audience monsieur et madame tout le monde. Donc c'est sûr qu'on va s'adresser beaucoup plus à des personnes
t'as des entreprises, qui sont dans le domaine donc du B2C, donc ils travaillent directement avec le consommateur final. C'est pour ça que tantôt je faisais allusion notamment aux marques qui sont dans le domaine donc de la distribution, aux marques qui sont dans le domaine du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, des débits de boissons, le domaine manufacturier également. Bref, tous ces gens qui sont vraiment en contact avec le public. Et ça me permet de faire le pont avec mon premier point. C'est toutes des marques qui véhiculent une émotion. Puis l'émotion sur Instagram, qu'elle se matérialise bien souvent d'ailleurs sous la forme de la beauté, c'est quelque chose de primordial. Une marque qui ne véhicule pas d'émotion, une marque également qui n'a pas une esthétique assez poussée, aura beaucoup de difficultés à vivre sur Instagram, dans la mesure où les usagers de cette plateforme sont beaucoup plus critiques que des usagers que l'on peut trouver sur d'autres médias sociaux comme Facebook. Donc dans ton cas, oui, Instagram peut être quelque chose de très intéressant dans la mesure où tu pourras facilement mettre en place des campagnes, notamment d'automation marketing et de courriels notamment directement envoyés par le biais de la messagerie interne d'Instagram, qui vont te permettre vraiment d'aller faire acquérir du trafic, notamment si tu vends des formations disponibles, mettons, sous forme de e-book ou de podcast pour lesquels tu vas payer un petit montant pour disposer du contenu. Ça peut être très très intéressant en effet. Toutefois, je pense que il faut se resituer, comme je le disais au début du podcast, sur ton audience. Et je pense que ton audience, tu auras peut-être beaucoup plus de facilité à la qualifier et aller la chercher sur un réseau social comme LinkedIn. Et là, je parle de manière organique, ou sur Facebook, notamment par la bande publicitaire, parce qu'on va se le dire, maintenant Facebook et publicité sont indissociables. Je pense pas que la portée organique est morte, mais je pense qu'elle est morte pour la grande majorité des mortels. Ça fait beaucoup de morts, tout ça, ça fait un peu macabre comme discours. Mais bref, je pense que ça peut être un amalgame de choses. Puis encore une fois, quand on me demande un petit peu qu'est-ce que vous nous conseillez, nous comme entrepreneurs, ce que je conseille souvent, c'est de faire des tests. Donc je vais te conseiller la même chose, fais des tests, mesure, fais de l'analytique, regarde qu'est-ce qui marche, pourquoi ça marche, essaie de corriger le tir si ça marche pas, et à partir de là consacre-toi aux outils, aux campagnes et aux techniques qui te procurent le meilleur retour sur investissement, tout simplement. Mais pour arriver à avoir ce retour sur investissement là, ou du moins pour arriver à l'évaluer, il faut se lancer. Et je trouve que bien souvent les entrepreneurs ont tendance un petit peu à rester dans les tracks, comme on dit au Québec, donc dans les voies qui ont déjà été tracées, et ont du mal peut-être à sortir des sentiers battus. Les entrepreneurs cherchent surtout quand ils démarrent une activité, je pense, à assurer un certain chiffre d'affaires, un certain revenu. Et du coup, ils vont obligatoirement là où ils savent qu'il y a des possibilités, du potentiel, s'il y a un point d'interrogation qui arrive, comme ça peut être le cas d'Instagram, parce que moi j'ai toujours vu Instagram, je l'ai déjà essayé, pas dans cette activité, mais dans une autre. Et j'ai toujours vu Instagram un peu comme justement un peu comme tu décrivais Snapchat, plutôt un réseau social d'adolescents qui prennent des photos et qui prennent des vidéos, puis ça s'arrête là. Après moi c'est vrai que j'ai pas poussé beaucoup plus loin la découverte, mais c'est vrai que du coup les entrepreneurs qui se lancent se disent plutôt privilégier ce qui fonctionne plutôt que d'aller essayer. Je vais rebondir en même temps sur ce que tu viens de dire, parce que tu as abordé deux points extrêmement intéressants. Le premier étant vraiment la notion un petit peu de retour sur investissement immédiat, puis je pense que court terme et long terme ne peuvent pas forcément être indissociables. Puis le deuxième point qui est entre guillemets plus propice, si je puis dire, à Instagram. Le premier point, donc, en ce qui a trait à la rentabilité, souvent j'ai rencontré par le passé des entrepreneurs qui m'ont dit oui, mais moi pareil, voilà, je veux aller chercher du retour sur investissement à très court terme. Et le problème, c'est que ces gens-là oublient une chose, c'est que en utilisant les techniques qu'ils utilisent actuellement sur les réseaux sociaux, ils oublient qu'au final, ils sont pas propriétaires des résultats entre guillemets, qu'ils récoltent, dans la mesure où si un jour Facebook ferme, et on n'est pas rendu là, attention, je vais pas mettre le feu au lac, Mark Zuckerberg va pas faire un joli CSV des adresses courriels des abonnés de votre page Facebook, puis vous l'envoyer. On va se le dire, ça arrivera jamais. Donc si un jour, entre guillemets, votre page Facebook n'est plus opérationnelle pour X ou Y raison, vous aurez entre guillemets, tout ce pourquoi vous aurez investi, vous serez battu, vous le perdrez partiellement. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Les gens qui sont le plus, je pense, alertes par rapport à ce raisonnement sont les gens dans le commerce de détail, dans la mesure où ils croient encore beaucoup au marketing par courriel. Et je pense que le marketing par courriel reste un levier marketing numérique de premier choix. Donc attention à ça, n'occultez pas le long terme
parce que vous avez des besoins actuels à court terme. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur lequel donc je voulais rebondir par rapport à ton commentaire, c'est sur Instagram. Instagram, vraiment, quand on le regarde dans une zone géographique aussi limitée que le Québec, je prends le Québec parce que ça fait 8 ans que j'y vis, et pour information, sur ces 8 ans de vie au Québec, je suis rentré une seule fois en France. Donc, je connais vraiment mieux le Québec que la France maintenant. On peut difficilement comparer, je dirais, la clientèle d'Instagram au Québec, du moins actuellement, à la clientèle, par exemple, d'Instagram en Californie. Pourquoi ? Au-delà de l'aspect, si je puis dire, densité de population de la province québécoise à l'État donc californien, on a également, je dirais, un potentiel, ou plutôt une certaine qualité pour adopter plus rapidement des nouvelles choses en Californie, par exemple, qu'au Québec. Puis, quand on regarde ça un petit peu dans les chiffres, comment ça se matérialise, on voit très bien en Californie, puis j'y étais il y a pas si longtemps, notamment à Los Angeles, à San Diego, que Instagram, c'est pas seulement le réseau social des 18-24 ans qui sont nés avec un téléphone intelligent dans les mains, qui sont principalement des femmes, qui ont fait un certain cursus universitaire ou qui sont en train de faire un cursus universitaire de l'équivalent, mettons, d'un baccalauréat, donc baccalauréat québécois, donc une licence en France. C'est pas du tout ça. En Californie, monsieur et madame tout le monde utilisent Instagram. Et je parle de monsieur et madame tout le monde. C'est-à-dire un petit peu comme monsieur et madame tout le monde actuellement au Québec ou en France utilisent Facebook. Donc encore une fois, je pense que quand on sélectionne l'outil, peu importe un numérique qu'on veut intégrer dans sa stratégie, c'est important de prendre en compte, c'est vrai, donc l'usager, comme je le disais tantôt, mais c'est également important de prendre en compte d'où vient cet usager et à quel point les gens de ce territoire-là sont à l'aise et utilisent ce média-là. Très bien. Alors, on va continuer encore un petit peu. J'ai quelques petites questions pour toi. Quelles sont selon toi les choses à ne pas faire quand on s'intéresse au social selling ou plus spécifiquement toi, ce qui t'intéresse à Instagram? J'ai travaillé et je travaille encore beaucoup dans le domaine des médias sociaux. Donc j'ai eu la chance de voir un petit peu l'évolution donc de cette pratique et de ces outils-là sur les 10 dernières années. Faut garder en tête que les réseaux sociaux sont quand même des outils jeunes. Donc j'étais pas là depuis le début, mais pas loin. Puis je me suis rendu compte qu'on faisait bien souvent les mêmes erreurs. Puis personnellement, en tant qu'entrepreneur, l'erreur qui me frustre le plus, puis je vais prendre le chapeau de Reverber, donc l'agence de communication dédiée à Instagram que j'ai fondée avec mon associé Tristan Jevaux, l'erreur qui me frustre le plus, c'est quand je vois je vais dire des PME, mettons, qui ont plus de 30 employés et qui vont donc jusqu'à, mettons, des centaines d'employés. Quand on commence à travailler ensemble et qu'ils me disent, écoutez, nous, on n'a pas vraiment de persona de clientèle, c'est monsieur et madame tout le monde. Non, ça, c'est pas possible. Je vous promets, ça arrive plus souvent qu'à l'accoutumée, comme on dit chez nous, quoi. Ça, c'est quelque chose qui me fâche énormément, mais qui me fait vraiment de la peine, parce qu'encore une fois, ça fait des années qu'on parle de virage numérique, ça fait des années qu'on sort des articles de blog, des livres blancs, qu'on fait des conférences, des webinaires pour justement sensibiliser les gens aux pratiques et aux meilleures pratiques dans les réseaux sociaux, puis on se retrouve encore avec des choses comme ça. La deuxième chose qui m'énerve énormément, c'est encore énervé, c'est pas énervé, mais je suis vraiment là de voir tout le temps les mêmes erreurs répétées encore et encore. C'est le fait de souvent privilégier, même pas privilégier, c'est d'oublier ce pourquoi les canaux de communication qu'on utilise sont faits. Je vais pas citer le nom parce que ce serait pas pertinent par rapport au débat, puis c'est pas l'objectif, je pense, du podcast, mais bref, dans les jours qui ont passé, j'ai vu une marque sur Facebook promouvoir de manière publicitaire le message radio qu'elle avait payé. Je trouve ça inutile. C'est comme si on me disait, par exemple, j'ai fait un spot publicitaire un spot publicitaire radiophonique, que je vais diffuser à la télé. Il y a clairement une incohérence entre le message, la forme du message et le canal de communication que vous utilisez. Et des exemples comme ça, il y en a énormément. Je prends celui donc de cette publicité radiophonique donc diffusée publicitairement sur Facebook par le biais de la plateforme SoundCloud. Je pense que ça fait suffisamment longtemps qu'on nous rabâche que le visuel est essentiel sur Facebook, que la vidéo, notamment en termes de portée, et on sait que la portée est un enjeu majeur sur Facebook, a des avantages par rapport aux autres contenus, notamment les liens, parce que les liens, on s'entend, c'est, je pense, les types de contenus qui ont eu le plus de pénalités de la part de l'algorithme de Facebook, pour comprendre que ce genre de choses n'a plus sa place sur les réseaux sociaux. Puis il y en a des paquets des exemples comme ça, on pourrait monter de listes longues comme le bras. Donc à date, c'est pas mal les deux choses, je pense, qui
qui me fatigue le plus, en fait. Ouais, c'est ça. Ça me fatigue de tout le temps voir les mêmes erreurs. Puis je comprends que c'est pas forcément le métier de ces gens-là, mais on parle d'argent. Je trouve ça dommage. Ouais, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que ensuite c'est très facile d'aller tirer, d'aller taper sur le dos des agences pour parler de retour sur investissement ou quoi que ce soit. Mais quand une agence développe un plan stratégique et qu'il est mal mis en place par le client, et parfois ça peut être la faute de l'agence, parce que l'agence n'a pas pris en compte notamment les réalités du client, que ce soit en termes d'expertise, que ce soit en termes disponibles. Bref, il y a plein de raisons. Mais lorsque ce plan est mal adapté et qu'on revient donc taper sur le dos de l'agence, je trouve ça un petit peu difficile. Et je pense que il y en a qui le font très bien, mais je pense que les annonceurs, les entrepreneurs qui font appel donc aux services d'agence ou qui ont même des départements donc marketing, communication en interne, devraient peut-être un petit peu plus se renseigner sur ce qui se fait. Puis je pense qu'à notre époque, avec Internet, l'accès à l'information n'est plus du tout un problème pour justement corriger ces défauts qui sont encore récurrents, mais après tant d'années. Ok, très bien. Petite question, comment tu mesures l'impact justement pour tes clients? Tout dépend encore une fois des objectifs qu'on set. Ça aussi, c'est encore un autre problème. Je pouvais en parler tantôt quand on parlait des personas de clientèle, ou plutôt de l'absence de personas de clientèle. C'est pas rare qu'on arrive, mettons, qu'on travaille donc avec une marque. Il y a des gens un plan marketing. Et quand on leur demande, écoutez, c'est quoi vos objectifs cette année, vos objectifs d'affaires? Donc, quand on parle d'argent, quand on parle de vente, quand on parle en termes de notoriété, bref, quand on parle vraiment de business, on dirait qu'on vient de briser le Saint Graal, quoi. C'est quand même assez impressionnant. Les gens sont mal à l'aise de parler de ça, et souvent ils sont mal à l'aise parce que même eux, ils ne savent pas ce que sont leurs objectifs, ils ne savent pas quel élément prendre en compte pour savoir si cet objectif est atteint, et troisièmement, ils ne savent pas quel outil mesurer pour atteindre cet objectif. Donc pour répondre à ta question, je vais reprendre les 3 points que je viens de t'énoncer là. Pour mesurer donc le retour sur investissement, la première chose, c'est de savoir où vous intégrez votre médias sociaux dans le processus de vente ou dans le processus d'achat de votre client. On peut le faire dans les deux sens. En fonction des objectifs, en fonction de la place que vous souhaitez que cet outil, peu importe l'outil, encore une fois, ça peut être un outil numérique ou un outil traditionnel, occupe, fixez des objectifs propres à cette thématique. Si on parle de notoriété, par exemple, la notoriété d'un compte Instagram, on peut parler du nombre d'abonnés, on peut parler, mettons, également du taux d'engagement. Il y a différentes métriques. Bref, en fonction donc de cette contextualisation de vos objectifs, en fonction de l'étape dans le processus d'achat, vous allez être en mesure de mesurer par le biais d'outils. Il y en a des outils différents, divers et variés, puis ils sont de plus en plus simples à utiliser, de moins en moins dispendieux. Enfin, de moins en moins dispendieux, pas dans tous les cas, pardon. Mais bref, je pense que c'est surtout, c'est pas une mauvaise utilisation des outils de mesure, c'est une mauvaise configuration des outils de mesure qui rend cette mesure difficile-là, dans la mesure où bien des marques ont du mal à savoir quel indicateur mesurer en fonction de la contextualisation des objectifs qui ont ou pas, encore une fois, été créés. Que penses-tu de Pulse sur LinkedIn vs les autres médias, les autres médias sociaux comme Facebook qui permettent d'utiliser, de proposer des articles, Facebook où il y en a tout un tas, hein. Vous avez aussi Medium, vous avez d'autres choses. Qu'est-ce que tu penses de ce type de média social? Ouais, mais c'est un média social dans la mesure où il y a quand même un échange qui se fait de manière horizontale et vraiment dans le sens entre les usagers. Pour moi, oui, c'est des plateformes de blogging social, en fait, ni plus ni moins. Personnellement, puis je sais que beaucoup de personnes sont effrayées à l'idée de créer du contenu sur ces sites, dans la mesure où si un jour ces sites s'arrêtent, le contenu sera perdu. Au passage, rien ne vous empêche de faire un backup de ces fichiers-là puis de les republier d'une autre manière par la suite. Mais bref, moi personnellement, puis c'est vraiment un cas vécu, quand je me suis lancé donc en entrepreneuriat au tout début, j'étais pigiste chez Travailleur Autonome. Puis qu'est-ce que je faisais donc lors de ces premiers mois d'activité entrepreneuriale, hormis apprendre à faire de la comptabilité et de la facturation, c'était justement produire des contenus sur LinkedIn Pulse, où j'ai rapidement développé, si je puis dire, une certaine affinité avec mon audience. C'est-à-dire que j'ai rapidement un petit peu compris qu'est-ce qu'ils voulaient en termes de contenu. Et je parle pas que de la thématique, je parle vraiment de la ligne éditoriale, donc la longueur des posts, la façon dont les posts sont montés, le ton que j'emploie, donc un petit peu les révérencieux. Bref,
j'ai vraiment intégré ça dans ma stratégie donc de lead generation. Donc là, on est vraiment dans l'étape de vente, on est au niveau des conversions initiales. Puis j'ai vraiment été très 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 satisfait du résultat. Je faisais pas d'autres techniques de développement des affaires, si ce n'est en mettant du bouche à oreille, pardon. Et j'ai eu peut-être 90% de ma clientèle qui est arrivée par le biais de LinkedIn Pulse. C'est vraiment un outil que je trouvais très très intéressant. C'est un outil qu'on peut aussi bien travailler en français qu'en anglais, contrairement à Medium où je pense que vraiment le gros de la crowd est anglophone, mais où encore une fois il y a vraiment une très 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 belle manne entre guillemets à aller chercher. LinkedIn reste selon moi beaucoup plus business que Medium, donc pour créer des opportunités d'affaires, je pense que tu aurais intérêt peut-être à aller publier des contenus sur LinkedIn Pulse. D'ailleurs j'ai écrit un article sur LinkedIn Pulse au sujet de LinkedIn Pulse, comment l'intégrer comme il faut dans une stratégie et bien utiliser l'outil. Celui-ci donc est disponible sur mon profil LinkedIn. Medium, lui, a plus une vocation inspirationnelle pour les usagers. Ce qu'il y a de très bien sur Medium, c'est qu'on trouve vraiment différentes thématiques. On peut parler de photographie, on peut parler de bien-être, on peut parler d'astrologie, on peut parler vraiment d'un paquet de thématiques. Et c'est vrai qu'on est plus là pour partager de l'information pour le plaisir de partager de l'information. Et puis, il me semble que la tagline de Medium, c'est Words Matter. Donc, les mots importent. Donc, c'est vraiment deux outils très, très différents. Donc, d'un point de vue business, en fonction de qui vous vous adressez, si votre clientèle, c'est du B2B, j'irai avec LinkedIn Pulse. Ouais, encore une fois, c'est un très bel outil. Puis, vous pouvez aller chercher rapidement de la visibilité. Avant, j'aimerais préciser quelque chose pour clôturer sur le social selling. J'ai pas pris de vacances pendant le temps des fêtes parce que j'avais un projet qui me tenait à cœur depuis un petit moment. Puis je me suis dit c'est le moment ou jamais de le mettre en branle, ce projet-là. Avec mon associé, donc Tristan Jevaux, on a décidé pour souligner le lancement de Reverber, puisque Reverber va être officiellement lancé dans les jours qui arrivent. Là, on est donc le 24 janvier, si je me trompe pas, on parlerait d'un lancement début février. On a décidé de lancer un livre blanc, et puis c'est même plus qu'un livre blanc, c'est limite un livre numérique parce qu'on parle vraiment d'un document qualitativement et quantitativement intéressant qui répertorie 30 de mes meilleures tactiques pour vendre sur Instagram. Puis ces 30 tactiques qui sont déclinées selon 10 thématiques. On va parler d'automation marketing, on va parler de publicité, de marketing d'influence. Bref, je prétends pas que c'est la Bible du marketing sur Instagram, mais c'est définitivement un ouvrage que vous devez vous procurer. Il sera disponible donc aux alentours de la mi-février sur le site web de Reverber, qui est studioreverber.com, et qui vous apprendra justement comment avoir un avantage par rapport à vos concurrents qui utilisent déjà Instagram, mais surtout bien comment utiliser la plateforme. Et quand je vous parlais tantôt des personas de clientèle, il y a un chapitre qui est dédié justement à la notion d'objectif, à la notion de persona de clientèle. C'est une lecture qui est aussi bien pour des gens très expérimentés en termes de marketing que pour des CEO, CMO dans le domaine du retail, du tourisme, du manufacturier. Bref, c'est un petit ouvrage, je pense que vous prendrez plaisir à découvrir et je vous encourage à la faire. Parfait. Je mettrai le lien directement aussi dans la description du podcast pour que tout le monde puisse aller le consulter. On passe aux questions flash. Pour toi, quel était le moment décisif dans ta vie d'entrepreneur, excepté le fait que du coup ton père était quand même déjà beaucoup soit sur les routes, soit dans les avions, et que lui avait déjà cette vie vraiment très mouvementée. Quel était le moment décisif dans ta vie pour ça? Tu as clairement désamorcé ma première réponse, donc je vais aller avec une réponse beaucoup plus spontanée et peut-être un petit peu moins politiquement correcte. Moi, comme je vous le mentionnais, non, mais c'est tout à fait correct, puis on est là pour ça, c'est bon. Quand on est déséquilibré, c'est là où la spontanéité sort, et quand la spontanéité sort, généralement, c'est là où les choses deviennent intéressantes, puis j'espère qu'elles sont intéressantes pour les auditeurs. Écoute, moi, dans mon cas, comme je vous le mentionnais, donc, durant ce podcast à plusieurs reprises, j'ai longtemps travaillé en agence. J'ai travaillé près de 5 ans en agence, puis j'ai travaillé pour des petites agences, puis pour des agences qui se classent parmi les plus grandes entreprises entre guillemets en Amérique du Nord. Donc il y en a eu une dans ce cas qui s'appelle Libéo, qui est d'ailleurs la dernière agence où j'ai travaillé. Puis j'ai pas quitté Libéo de mon plein gré malgré différentes choses. C'est mon directeur général qui un jour m'a convoqué dans le bureau de la RH pour me dire que on allait s'arrêter là.
Puis ça a été la meilleure chose de ma vie. Ça peut sembler très irrévérencieux ce que je vais dire. Puis c'est pas l'objectif. Puis vraiment, je veux dire, j'enlève absolument rien tant aux dirigeants qu'à cette firme parce qu'ils font, je pense, du bon travail. Mais c'est ce qui m'a permis vraiment de me lancer parce que j'étais tanné de travailler en agence. J'aimais pas ce que je faisais en agence. J'aimais pas la notion, plutôt la relation hiérarchique qui était présente. J'étais pas fait pour ça. J'étais pas fait pour ça, ou pour du moins être employé en agence, ou du moins ne pas avoir un rôle de dirigeant en agence. Donc c'est ce qui m'a permis vraiment de me lancer donc à mon compte, dans la mesure où le jour où j'ai été viré donc de chez Libéo, on parle de début février il y a 3 ans. J'étais déjà directeur des communications donc du Web à Québec, qui est le plus grand événement numérique francophone en Amérique. Si vous n'avez pas vos billets pour l'événement, d'ailleurs, je vous invite à le prendre, dans la mesure où c'est un événement référence en ce qui a trait aux différents métiers du numérique. On parle de la programmation, on parle du design, on parle de la communication, du marketing, de la culture numérique. Bref, c'est vraiment l'événement référence en Amérique du Nord et même en Amérique francophone. Donc, le fait d'avoir entre guillemets ce poste de directeur des communications du Web à Québec, ça m'a permis de garder ma tête occupée pendant ma période de transition, parce que j'ai pris un mois un petit peu pour souffler, puis pour me poser des questions, à savoir mais qu'est-ce que tu veux faire, dans quelle mesure tu veux le faire, est-ce que tu veux rester au Québec, est-ce que tu veux t'en aller, bref. Et au bout de ce mois de réflexion, donc on a livré je crois que c'était la 6e édition du WAC, je crois, on a livré vraiment une belle édition, pardon, 5e édition du WAC. C'était extrêmement motivant, puis ça m'a galvanisé, puis je me suis dit ok, à un moment dans la vie, je pense qu'il faut savoir couper le cordon, puis il faut savoir un petit peu vivre pour ses rêves, parce que travailler pour les rêves de quelqu'un d'autre, c'est pas quelque chose qui me donne envie, tout simplement. C'est pas quelque chose qui me faisait envie. C'est pas mal à ça que j'assimilais donc le salariat. Donc je me suis lancé à mon compte, puis ça a été, je pense que même si c'est très difficile, même si on a tendance un peu à spartiser l'entrepreneuriat, c'est pas tous les jours rose, loin de là, c'est beaucoup de problèmes, c'est beaucoup de moments de doute, c'est beaucoup de frustration, bref, il y a beaucoup de désinconvénients à ça, mais ça reste le plus beau choix de ma vie. Donc voilà. Parfait, merci beaucoup. Deuxième question, quel conseil donnerais-tu à un jeune étudiant qui finalise ses études et qui entre dans le monde professionnel? C'est intéressant que tu me poses cette question, parce qu'il y a pas très longtemps, je devais donner une conférence à l'université Laval, qui est quand même une université extrêmement reconnue en Amérique du Nord, notamment d'un point de vue administration des affaires. Je devais donner donc une conférence qui portait justement sur un petit peu comment se préparer pas à sa première job, pas à son premier emploi, mais son premier emploi entre guillemets qui va vous permettre d'évoluer dans votre carrière. Puis j'avais développé donc une conférence qui abordait différentes tactiques justement de marketing à mettre en place pour justement aller chercher de la crédibilité rapidement aux yeux de vos supérieurs. Et je pense que justement cette quête entre guillemets de reconnaissance doit pas vous omnibuler, ça doit pas être quelque chose qui vous empêche de dormir la nuit, mais cette quête de reconnaissance-là, cette quête de performance, c'est ce qui va vous permettre de vous démarquer durant vos premiers mois, donc dans la structure que vous allez joindre. Ce sera peut-être pas la bonne structure entre guillemets avec laquelle vous aurez le bon fit au premier coup, mais ça va vous permettre de petit à petit de prendre confiance en vous, de savoir un petit peu qu'est-ce que vous aimez faire, qu'est-ce que vous aimez pas faire, puis ensuite à partir de là, ça va vous permettre de gagner un petit peu en notoriété, que ce soit à l'intérieur de votre entreprise ou dans votre écosystème, dans l'écosystème dans lequel évoluer. Puis à partir de là, vous allez avoir des opportunités et des choix à faire. Moi, par exemple, les choix que j'ai fait, ça a été celui de l'implication bénévole, encore une fois avec le Web à Québec, dont j'ai été directeur des communications pendant 2 ans, ou ça a été, mettons, de faire de la radio. Bref, vous allez avoir plusieurs choix qui vont s'offrir à vous. Puis c'est pas tout le temps des choix payants, mais c'est des choix que je vous encourage à accepter et à faire dans la mesure où ça va vous permettre de vous épanouir personnellement et professionnellement. Donc, si je pouvais résumer ces 3 minutes de monologue, c'est de faire preuve d'implication. Aimez votre travail, apprenez sans cesse sur votre travail et faites en sorte de devenir le meilleur dans votre travail. J'ai pas la prétention d'être le meilleur dans ce que je suis, mais j'ai la prétention d'être une des personnes qui est le plus passionnée par son travail dans le monde. Et j'espère que ce sera également votre cas quand vous sortirez de l'école, dans la mesure où travailler pendant 40 ans ou 50 ans pour une job qu'on n'aime pas, c'est quelque chose qui peut être un peu long. Ça, le crédit revient pas à moi, c'est quelque chose que me disait mon papa quand j'étais plus jeune. Pareil, il me disait la même chose. Comme quoi. Et puis dernière question pour toi. Dans les 5 dernières années, en quoi tu as été bon à dire non? J'ai été bon à dire non
où j'ai pas été bon à dire non, c'est une excellente question. Je pense que j'ai été bon à dire non lorsque j'étais justement notamment directeur des communications du web à Québec. J'ai mis mon veto, moi petit directeur des communications, face à certaines décisions du CA, notamment en termes d'outils technologiques. D'ailleurs, ces noms m'ont valu mon poste puisque j'ai été remercié suite à ces noms. Donc encore une fois. Mais je pense que ça m'a aidé aussi quand j'étais travailleur autonome. J'ai eu plusieurs demandes d'entreprises vraiment bien implantées à Québec, puis pas des agents, des annonceurs, qui voulaient me recruter, puis avec des salaires vraiment très conséquents. On parle de salaires au-dessus du centaine de milliers de dollars annuels. Et j'ai dit non. J'ai dit non parce que je voulais pas que l'argent soit le moteur de ma carrière. Et encore une fois, je voulais pas être payé à construire les rêves de quelqu'un d'autre. Je sais pas ce que je viens de vous dire, ça vaudra dans 3, 5 ou 10 ans, mais je voulais m'offrir l'opportunité de vivre mon rêve. Puis je pense que l'entrepreneuriat, c'est se laisser justement la chance de vivre ses rêves et de profiter un petit peu de ce dont on a vraiment envie. Encore une fois, ça ressemble beaucoup à sauter d'un avion puis mettre le parachute en pleine descente, même parfois le fabriquer, ce parachute. Mais c'est tellement une expérience enrichissante que je vous encourage fortement à le faire si vous avez un petit doute qui sommeille en vous. Puis vous allez voir, c'est vraiment une aventure fabuleuse. Moi, j'ai le seul regret, si je puis dire, de ma jeune carrière d'entrepreneur, puisque encore une fois, ça fait que 3 ans que je suis entrepreneur, puis j'en suis qu'à ma deuxième entreprise, c'est le fait d'avoir un petit peu moins de temps pour voyager. Puis j'ai toujours aimé voyager, c'est une passion qui m'a été transmise très tôt par mon papa, et l'entrepreneuriat, vraiment, ce processus, ce cheminement, qu'il soit professionnel ou personnel, est venu un petit peu faire substitution, si je puis dire, au voyage, dans la mesure où le parcours que je vis et que je construis au jour le jour en tant qu'entrepreneur ressemble à un très beau voyage, qui est même un voyage unique, je pense, parce que c'est un voyage qui est propre à chacun. Parfait, bah écoute, merci beaucoup Charlie, c'est très sympathique à toi d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je suis heureux de t'avoir reçu, tu sais bien, c'est ma première interview et ça a été une interview de qualité, je trouve vraiment. Je suis très reconnaissant à toi de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir t'avoir aujourd'hui. Je donnerai toutes les infos te concernant dans le lien du podcast. Encore une fois, merci. Merci à toi, Julien. Bon boulot et bon succès, bonne chance pour la suite, parce que je pense que tu as vraiment des qualités dans ce que tu fais actuellement. Je pense que le paysage francophone manque de podcasts de cette qualité-là. Et je suis persuadé que tu vas faire un bon succès avec ton podcast. J'aimerais beaucoup avoir le plaisir de revenir dans quelques temps pour te reparler. Ok, bah écoute, y a pas de problème, tu seras réinvité avec plaisir. Plaisir partagé, je te remercie encore une fois et une excellente fin de journée à tous les auditeurs. J'espère que ce podcast vous aura plu. Parfait, merci beaucoup Charlie. Et c'est donc ici que se termine cet épisode. Si vous avez aimé cette interview en compagnie de Charlie Fernandez sur le social selling, ainsi que les présentations que je propose, pensez à vous abonner au podcast de Cicéron pour ne pas manquer la suite. Que ce soit sur iTunes ou la plateforme de podcast de votre choix, vous pouvez trouver des instructions pour comprendre comment vous abonner en vous rendant sur juliencarcali.com/podcast. Et pour finir, si vous avez apprécié l'approche que je propose sur la communication, eh bien j'ai besoin d'un petit coup de pouce. Tout d'abord, commencez par me laisser une évaluation sur la plateforme de podcast que vous utilisez, surtout si vous utilisez iTunes. Et ensuite, si cet épisode vous a été utile, partagez-le avec une personne de votre entourage qui pourrait être intéressée. L'URL directe vers ce podcast est juliencarcali.com/3. Vous pourrez y trouver toutes les ressources dont nous avons parlé aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine.